Salut à tous, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Merci pour votre soutien, je vous souhaite une excellente écoute. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'avais toujours rêvé de posséder ma propre terre. Bien que je sois né en ville, je n'avais jamais été attiré par la vie urbaine. À 24 ans, malgré mon jeune âge, j'avais déjà acquis une certaine maturité. Ma famille, aisée et à l'abri du besoin, m'avait toujours encouragé à suivre mes passions. Grâce à leur soutien moral, je n'avais jamais eu besoin d'aide financière de leur part. J'avais toujours voulu travailler la terre, sentir la richesse du sol entre mes mains et voir pousser les cultures sous mes soins. Non pas sur une simple parcelle de campagne, mais sur un vaste terrain où je pourrais mettre en pratique toutes les techniques modernes que j'avais étudiées pendant des années. Je savais exactement ce que je cherchais, une grande étendue de terre fertile, quelque part loin du tumulte des villes, mais suffisamment proche des infrastructures pour faciliter le transport des récoltes. Mais trouver une telle perle rare à un prix abordable relevait du défi. Un matin de septembre, alors que le brouillard enveloppait encore les collines, j'avais pris la route. Une carte froissée sur le siège passager. Une rumeur circulait dans les cercles agricoles. Un domaine abandonné depuis des décennies était à vendre à une fraction de son prix. Situé à la lisière d'un petit village oublié par le temps, ce terrain semblait être exactement ce que j'avais espéré. Le chemin était long et sinueux, mais je gardais espoir. En roulant, je ne pouvais m'empêcher de rêver aux hectares de blé doré et aux rangées de vignes que j'y planterais. Plus j'avançais, plus je sentais que le voyage n'était pas qu'une simple recherche de terre. C'était le début d'une nouvelle aventure, une quête qui allait peut-être changer ma vie à jamais. Après 3 heures de route, j'arrivais enfin à l'intersection menant au village. Un homme, vraisemblablement un habitant du village, faisait de l'autostop. J'avais décidé de m'arrêter pour le prendre. Cela serait une bonne occasion de commencer à faire connaissance avec quelqu'un du coin, me disais-je. Il se nommait Hassan. Je lui parlais de mon intérêt pour la terre et de ma vie en ville. Il m'assura que je pouvais compter sur lui pour toute aide éventuelle. Je le remerciai pour sa gentillesse. En route, Hassan se mit à fixer intensément un endroit visible depuis la voiture. Puis il commença à marmonner. Je lui dis poliment que je n'avais pas compris ce qu'il venait de dire. Il se tourna alors vers moi et m'expliqua. Il y a une légende locale au sujet d'un village mystérieux où personne ne vit aujourd'hui et où aucune route ne passe. Il s'est passé quelque chose là-bas, il y a plusieurs années, et il n'y eut aucun survivant. Mais ce n'est pas le plus étrange. Le plus étrange, c'est que le village a disparu. À l'époque de mon grand-père et de mon père, le village existait encore. Il était situé sur les flancs de la montagne, près de la crête, avec des terres fertiles, verdoyantes et fleuries. Un jour, il a disparu sans laisser de traces. Ceux qui ont tenté de retrouver ce village n'ont jamais pu revenir. Le village se trouvait perché sur des pentes abruptes, proches de ravins profonds et difficiles d'accès. Les corps des disparus n'ont jamais été retrouvés. De plus, le brouillard recouvre souvent la montagne le matin et le soir, rendant la visibilité presque nulle. Personne n'a osé s'aventurer là-bas à cause des nombreux dangers. Comment s'appelait ce village, demandai-je à Hassan. Hassan me fixa un instant, comme s'il hésitait à répondre. Puis, dit d'une voix grave. Les gens l'appelaient le village des hurlements. Intrigué par ce nom sinistre, je n'avais pu m'empêcher de demander « Pourquoi ce nom ?» Hassan avait pris une profonde inspiration avant de répondre ces mots lourds de tension. Le nombre de loups avait tellement augmenté ici que, lors des nuits de pleine lune, ils ne se contentaient plus de hurler dans les montagnes. Leurs cris se mêlaient au vent, s'insinuant dans chaque recoin du village. Puis, comme si une force invisible les poussait, ils descendaient des collines, envahissant les rues. Les habitants se tairaient, priant pour que leurs portes tiennent bon. La tanière de ces bêtes se trouvait à la lisière du village, si proche que certains prétendaient entendre leurs grognements, même en plein jour. Je me disais intérieurement que la légende que m'avait racontée ce villageois était sûrement née de la peur des loups. Soudain, je braquai brusquement le volant et freinai sèchement. Hassan et moi descendîmes de la voiture. Hassan, avec un sourire nerveux, déclara « Eh ben, l'expression quand on parle du loup n'a jamais été aussi juste. » Devant nous, étendu sur la route, gisait le cadavre d'un loup. Il était énorme. Ses crocs proéminents et ses blessures profondes rappelant des coupures nettes.
comme celle causée par une arme tranchante. Intrigué, je m'accroupis pour examiner l'animal de plus près, constatant l'ampleur des dégâts. Hassan se pencha à mes côtés et murmura « Nous sommes tout près du village. Continuons, nous y serons bientôt. » Nous remontâmes dans la voiture, et après avoir suivi un chemin sinueux, Hassan m'indiqua de tourner à droite et de m'arrêter. Le village se dressait enfin devant nous. « Alors c'est ici, juste en bas du village des hurlements, n'est-ce pas ?» demandai-je à Hassan avec un sourire en coin. Il me répondit avec une gravité que je ne lui avais pas encore vue. « Tu es un villageois à partir d'aujourd'hui. Ici, il n'y a plus de secret entre nous. Tu te devais de connaître cette histoire, qui est désormais une légende locale. » Je passai une bonne partie de l'après-midi à visiter le village. Les habitants, méfiants au départ, s'ouvrirent progressivement en apprenant que j'étais un ingénieur agronome venu racheter un domaine. En flânant dans les rues pavées et en m'arrêtant au café du village, je rencontrai Harun, le propriétaire du domaine abandonné. Je me présentai à lui et lui fis part de mon intention d'acheter son terrain. « Bienvenue, monsieur l'ingénieur agronome », me dit-il avec un sourire en coin. En chemin, je remarquai que nous nous approchions d'un ravin profond, bordant les terres. « Le domaine donne sur un ravin ?» demandai-je inquiet. « Oui, une partie du terrain surplombe le ravin », confirma Harun. « Il y a aussi une maison d'habitation de taille moyenne et un hangar agricole pour le stockage. Mais je n'avais pas précisé ce détail parce que, soyons honnêtes, si je t'avais tout dit, tu ne serais jamais venu. Je te le dis honnêtement, la terre ici est incroyablement fertile. Aucun autre villageois ne vendrait ces terres. Mais moi, j'ai déjà assez de terrain à gérer et pas assez de temps pour m'occuper de celui-ci. Alors c'est à toi de voir. En plus, le terrain est parfait pour les cultures que tu veux mettre en place. » Je réfléchis un moment, puis posai la question qui me brûlait les lèvres. Les loups descendent-ils souvent sur ce terrain? Les loups descendent même au village, répondit Harun. Mais tant que tu ne sors pas la nuit, ils ne te causeront aucun problème. Je pris une grande inspiration, pesant le pour et le contre. Très bien, Harun. Je suis prêt à commencer la procédure d'achat. Peux-tu me mettre en contact avec le notaire local pour officialiser la vente? Harun hocha la tête. Bien sûr, on passera chez le notaire du village pour rédiger l'acte de vente. Les formalités devraient prendre quelques semaines. Je sentais que cette décision allait me marquer à jamais. Ce terrain représentait plus qu'un simple achat. C'était le début d'une nouvelle vie, chargée de défis et de mystères. Après avoir pris connaissance des particularités du sol, j'avais résolu le problème des engrais. En louant un tracteur, j'étais convaincu que j'améliorerais rapidement le rendement de cette terre et que je gagnerais suffisamment d'argent pour couvrir mes dépenses. La période des semis approchant, il était temps de labourer la terre. Toutefois, je devais être prudent. Tout près se trouvait un ravin, et non loin de là, l'hypothétique village des hurlements qui avait mystérieusement disparu. Je me disais que cette légende était sans doute en partie due à la dangerosité du terrain, où le ravin et les rochers représentaient un vrai danger. Mais je n'y prêtais plus attention. Le soleil étant déjà couché, j'allumai les phares du tracteur et me mis en route, prenant soin d'éviter les quelques rochers que j'avais mémorisés pour entrer à la maison. Soudain, une épaisse brume s'abattit sur moi, rendant la visibilité quasi nulle. « Eh bien, voilà la fameuse terre que tu cherchais. Bravo à toi, Camille. » me dis-je avec une pointe d'ironie. J'arrêtai le tracteur pour réfléchir à la direction à prendre pour rentrer. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone, mais bien sûr, il ne captait rien. La meilleure chose à faire était de mettre les feux de route et d'avancer lentement. Je progressais prudemment dans ce que je pensais être la bonne direction. Tout à coup, j'entendis derrière moi une musique semblable à celle que l'on joue dans les mariages en plein air, typique des villages. Plutôt que de continuer à avancer à l'aveugle, je décidai de faire demi-tour pour découvrir l'origine de cette musique. Cela pourrait être l'occasion de rencontrer des villageois et de patienter jusqu'à ce que la brume se dissipe. Je me souvins alors qu'Hassan m'avait parlé d'un autre village voisin, en plus du mystérieux village des hurlements. Peut-être que le mariage avait lieu là-bas. Plus je m'approchais de la musique, plus le brouillard se dissipait, révélant des silhouettes floues qui se mouvaient en rythme avec une étrange mélodie. Les voix, d'abord lointaines, s'intensifiaient, formant un murmure incessant. Je me disais que le village devait être beaucoup plus peuplé que le mien, ou peut-être que des gens étaient venus des environs pour l'occasion.
Je garai le tracteur devant ce qui me semblait être un café, bien que la façade délabrée et les fenêtres obscurcies me donnaient un mauvais pressentiment. Le mariage se déroulait apparemment sur la place centrale. Je m'avançais, mais la musique s'arrêta soudainement, me laissant dans un silence oppressant. Les gens, jusqu'alors festifs, se tournèrent vers moi d'un seul mouvement. Leur regard perçant me glaça le sang. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans leur apparence. Leurs traits étaient grotesques, presque inhumains, comme si leur visage avait été déformé par une force inconnue. Un frisson me parcourut l'échine. Ils parlaient, mais leurs paroles étaient incompréhensibles. Une sorte de verlan déformé, des syllabes se mélangeant en un bourdonnement hypnotique. Avant même que je ne puisse me présenter, 2 hommes imposants posèrent leurs mains sur mes épaules. « Bienvenue Camille le nouveau du village », dirent-ils en chœur, leur voix grave résonnant comme un écho dans ma tête. Sans attendre ma réponse, ils m'amenèrent à une table où je fus forcé de m'asseoir. On me servit une assiette contenant une nourriture étrange, aux couleurs malsaines et à l'odeur nauséabonde. Mon estomac se retourna à la seule vue de cette chose. Poliment, je les remerciai, mais refusai de toucher à la nourriture, prétextant avoir déjà mangé. Mais l'homme en face de moi ne semblait pas convaincu. « Pourquoi ne manges-tu pas ?» demanda-t-il, un sourire forcé sur ses lèvres. Je lui expliquai brièvement les raisons de ma présence, insistant sur le fait que ce n'était qu'un hasard. Plus je restais, plus je me sentais étranger, comme si je n'étais pas à ma place ici. Tout était bizarre, les visages, les vêtements, même l'air semblait vibrer d'une énergie malsaine. La mariée, vêtue d'une robe rouge sombre, presque noircie par la saleté, était masquée par un voile épais, tout comme le marié. Une autre étrange tradition, me disais-je. Le moment le plus étrange arriva lorsque les invités formèrent un cercle autour d'un feu central. Des bûches, disposées avec une précision effrayante, formaient un cercle parfait de flammes. Un par un, les villageois traversaient le feu sans le moindre signe de douleur ou de brûlure. Leurs vêtements semblaient ignorer les flammes, et leurs yeux étaient vides, comme s'ils étaient en transe. Une tradition insensée, pensais-je. Incapable de détacher mes yeux de cette scène, il était clair que je devais partir. Je me levai brusquement et me dirigeai vers le tracteur. Une fois installé, je m'apprêtais à démarrer quand une pensée glaçante me traversa l'esprit. Où avais-je garé le tracteur? Je me souvenais clairement l'avoir laissé devant le café, mais en allumant les phares, j'ai découvert qu'il était maintenant à quelques centimètres d'un ravin. Mon cœur s'arrêta un instant. « Bismillahirrahmanirrahim, miséricordieux, murmurai-je, les mains tremblantes sur le volant. Le village avait disparu, ne laissant derrière lui que le silence et le brouillard. Je descendis du tracteur pour vérifier où je me trouvais réellement. Mon esprit tourbillonnait, tentant de trouver une explication rationnelle à ce que je venais de vivre. Mais rien ne semblait cohérent. Qui étaient ces gens? Quel genre de mariage avait-il eu lieu? Comment l'emplacement où j'avais garé le tracteur près du café du village avait-il pu se transformer en la bordure d'un ravin? Et surtout, où avait disparu le village? Je remontai dans le tracteur, fermant la porte de la cabine avec précaution, comme si cela pouvait me protéger du surnaturel. Je fis une marche arrière en priant silencieusement, puis manœuvrai pour retourner par le chemin que j'avais emprunté à l'aller. C'est alors que j'entendis des hurlements de loups. Le son déchirait le silence nocturne, résonnant dans le brouillard épais qui enveloppait la route. Bien que je voulais rentrer au plus vite, j'étais contraint d'avancer lentement à cause de cette brume oppressante. Soudain, une meute de loups surgit devant moi, leurs yeux brillant d'une lueur étrange dans la nuit. Mon cœur se serra et je tentai de les éviter en déviant légèrement la trajectoire du tracteur. Mais les loups semblaient déterminés à bloquer mon chemin, se déplaçant avec une précision presque humaine. Je virai à droite, mais un loup surgit de nulle part, forçant mes roues à s'enfoncer dans le sol meuble. Je tentai alors de tourner à gauche, mais un autre loup, plus grand encore, se jeta devant le tracteur, ses crocs luisant dans la lumière des phares. Mon pied tremblant sur l'accélérateur, je tentai de les contourner, mais c'était peine perdue. Les loups apparaissaient toujours là où je pensais avoir trouvé une échappatoire, comme s'ils lisaient dans mes pensées. Le premier loup refusa de bouger malgré mes efforts pour l'éviter.
et je n'eus d'autre choix que de l'écraser sous les roues du tracteur. Mais ce n'était pas fini. Un par un, les autres loups se jetèrent désespérément contre le véhicule, comme s'ils étaient pris de folie. Mon estomac se retournait à chaque impact, mais je continuais d'avancer, priant pour que ce cauchemar prenne fin. Même en essayant de les esquiver, ils semblaient attirés par le tracteur, comme des marionnettes manipulées par une force invisible. Le brouillard se dissipa progressivement, tout comme les loups qui disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Je fonçai alors vers la maison, le cœur battant à tout rompre. En arrivant, je m'effondrai sur mon lit, la peur nouant mes entrailles, m'attendant à tout moment à ce que quelque chose d'effrayant se produise. Alors que je me laissais glisser dans un sommeil agité, un bruit sec retentit contre ma fenêtre, comme si une petite pierre avait été projetée. Je me levai discrètement pour observer la silhouette d'un homme étrange, vêtu de manière tout aussi étrange, qui continuait de lancer des cailloux sur ma fenêtre. Après avoir rassemblé mon courage, je sortis dehors. « Hé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu jettes des pierres sur ma fenêtre ?» lui demandai-je, agacé et un peu inquiet. L'homme se tourna vers moi avec un air affolé. « Salut mon pote, je t'ai vu là-bas, j'étais là-bas moi aussi, mais je regardais de loin. Ma femme est là-bas, tu veux bien qu'on y retourne ensemble ?» Il a fallu un instant pour que ces paroles s'imprègnent dans mon esprit, puis je réalisai à qui j'avais affaire. « Punaise, c'est le fou du village, pensais-je, mi-amusé, mi-exaspéré. »« Écoute-moi bien, dis-je en levant un doigt accusateur. Tu dégages d'ici, et tu remets plus les pieds devant chez moi, c'est clair ?» Mais au lieu de partir, l'homme se mit à hurler comme un enfant pris en flagrant délit. « Maman, j'ai peur, au secours, maman, il me veut du mal, laisse-moi, laisse-moi !» Il se jeta par terre, se roulant sur lui-même en faisant un vacarme infernal. Avant que je ne puisse réagir, Haroun, qui habitait à 2 pâtés de maison, arriva en courant et l'engueula comme on le ferait avec un enfant. « T'as fini de déranger le monde, Ali ? Arrête ça tout de suite, sinon je le dirai à tes parents. » Mais Ali, au lieu de se calmer, continua à crier, se roulant par terre. Haroun, sans perdre une seconde, lui administra une petite tape sur la tête. À ma grande surprise, Ali se mit à rire, un rire qui ne s'arrêtait plus. Haroun, pris de court, se mit à rire lui aussi. Je restais planté là, bouche bée, me demandant dans quel cirque j'étais tombé. Haroun, toujours hilar, lança quelques insultes à Ali, qui semblait tout à fait heureux de se faire insulter. Finalement, Ali s'éloigna en riant, apparemment satisfait de l'issue de l'échange. Je lançai un regard perplexe à Haroun, qui me répondit avec un sourire contrit. « Ali est le fou du village, m'expliqua-t-il. Il était très intelligent autrefois, mais il a perdu la tête le jour où sa femme a disparu. Certains disent qu'elle est partie pour la ville, mais Ali n'y a jamais cru. Depuis, il monte souvent du doigt des endroits où il prétend l'avoir vue. Mais elle n'y est jamais. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de l'insulter. » Je hochai la tête pensif. Le village était décidément étrange, tout comme ses habitants. Haroun fit le tour du tracteur, jetant un coup d'œil curieux. « Qu'est-ce que tu as écrasé là ?» demanda Haroun, le regard inquiet. « Des loups, répondis-je encore sous le choc de la soirée. Ils se jetaient sur le tracteur comme s'ils étaient enragés. Haroun écarquilla les yeux, la surprise se lisant sur son visage. « Et tu étais dehors tout ce temps ?» Je sentais la confusion m'envahir, incapable de donner un sens à ce qui s'était passé. « Je n'ai même pas vu le temps passer, » murmurai-je la voix tremblante. Haroun s'approcha de moi, le regard perturbé. « Ce n'était pas des loups, » dit-il d'une voix grave. « Tu as eu affaire à des djinns ou à des êtres possédés en te rendant au village des hurlements. Tout ce qui vient de là-bas, qu'ils aient l'apparence d'un humain ou d'un animal, est soit un djinn, soit possédé par eux. » Un frisson glacial me parcourut l'échine, tandis que ces paroles résonnaient en moi. Haroun me lança un dernier regard intense avant de se tourner brusquement et de courir en direction de la mosquée du village. « Je vais prévenir les villageois. Toi, rentre vite chez toi, ferme bien la porte et prie pour qu'il ne t'arrive rien de mal. Nous sommes en danger. Je m'occuperai d'effacer les traces de sang sur les pneus du tracteur. Sinon, ils nous retrouveront. » En retournant chez moi, un profond malaise m'envahit. Ce village était vraiment étrange, et je n'étais plus vraiment certain de vouloir en découvrir davantage. Je rentrai à l'intérieur de la maison, fermai la porte à double tour et éteignis la lumière.
Je m'allongeai sur le lit, mais impossible de trouver le sommeil. Les événements étranges de la soirée tournaient en boucle dans mon esprit. J'essayais de me convaincre que les superstitions de ce village m'avaient vraiment troublé et qu'il était temps de faire redescendre la pression. Je soupçonnais Harun d'être à l'origine de ces superstitions. Peut-être utilisait-il la peur pour asseoir une sorte de contrôle sur le village. À l'aube, des hurlements de loups se firent entendre dehors. Je restais indécis, hésitant à me lever pour regarder par la fenêtre. Finalement, je me redressai, et ce que je vis me glaça le sang. Une brume épaisse s'étendait sur le village, et parmi elles, des silhouettes humanoïdes de grande taille, avec des membres exagérément longs et fins, se déplaçaient lentement. Ces choses ne pouvaient pas être humaines. Leur nombre augmentait, remplissant les rues. Je m'écartai rapidement de la fenêtre et commençai à prier pour ne pas être vu. Je me réfugiai sous ma couverture, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Soudain, une voix chuchota. Psst, psst. Je me raidis sous la couverture, mais la voix insista. Psst, psst, suivi d'un léger tapotement à la fenêtre. Glissant un œil hors de la couverture, je fus soulagé de voir que c'était encore Ali, le fou du village. Avec un mélange de colère et de résignation, je lui murmurai. « Encore toi? Qu'est-ce que tu veux cette fois? Je t'avais dit de ne plus revenir ici. » Je voulais à tout prix éviter d'attirer l'attention. Ali, dans un murmure dramatique, répliqua. « Mon pote, c'est moi, Ali. Ouvre-moi avant qu'ils me voient. Sinon, ils vont m'emmener avec eux. »« Ok, attends, je vais t'ouvrir. » lui répondis-je un peu agacé. Quand j'ouvris la porte, Ali se traîna à l'intérieur avec la grâce d'un chaton maladroit. Il glissa sur le sol et se cogna contre une chaise, faisant un bruit assourdissant. Je le regardai avec ironie et dis « Heureusement que tu n'as pas fait de bruit en rentrant. » Ali, ignorant mon sarcasme, continua d'avancer en chuchotant. « Tu les vois maintenant, mon pote? Ce sont eux qui ont enlevé ma femme. Tu me crois maintenant ?» Il était aussi ridicule qu'effrayant, avec ses gestes exagérés et ses yeux écarquillés. « Oui, Ali, je te crois, mais qui sont-ils » demandai-je, partagé entre la curiosité et l'inquiétude. « Qui veux-tu que ça soit, mon pote? Ce sont les djinns. Certains les appellent les entités des ténèbres, les ombres de la nuit, mais ce sont les djinns du village des hurlements. Ce village est sous leur emprise. Et Harun, c'est lui le responsable de tout ça. Ma femme aussi, c'est à cause de lui. » Ali s'arrêta net, ses yeux devenant soudainement vides. « Raconte-moi, » insistai-je. Ali se mit à genoux et ses mains sur sa tête et commença à se frapper contre le mur. « Arrête Ali, tu vas te faire du mal » m'écriai-je, mais il semblait hors d'atteinte. Ses larmes commencèrent à couler, ajoutant à l'étrangeté de la scène. Je me levai, remarquant que les bruits venant de l'extérieur avaient diminué. Je me rendis dans la pièce où 2 fenêtres protégées par des barreaux en métal donnaient sur des directions différentes. À une fenêtre, une entité de grande taille me fixait, et dans l'autre, une autre créature me regardait aussi. Mon cœur battait à 100 à l'heure, et je tombais à la renverse, mes yeux se fermant sous la terreur. Le cri d'Ali me réveilla en sursaut. Ali continuait de se cogner la tête contre le mur. « Arrête Ali, tu ne vois pas, ils sont là juste devant nous, ils nous regardent à travers la fenêtre. » Ali s'arrêta enfin et, d'une voix étrangement calme, répondit. « Ce n'est pas moi mon pote, c'est eux qui me font faire ça. » La peur m'envahit, me glaçant le sang. J'étais au bord de la folie. Soudain, je remarquai un insecte étrange sur mon bras. Une créature qui ressemblait à un mélange entre une fourmi et une menthe religieuse. D'où est-ce qu'il vient celui-là, me dis-je en le voyant. Il me mordait avec ses mandibules. La douleur était insupportable. Je tentai de le faire partir, mais il s'accrocha fermement. La douleur me fit crier. Avec force, je l'arrachai de mon bras. Mais son corps se détacha de sa tête, qui restait accrochée et continuait à me mordre. L'insecte émettait un bruit aigu qui me fit frissonner. Finalement, je réussis à retirer sa tête de mon bras et à le jeter loin de moi. Une voix familière résonna à l'extérieur. C'était celle de Harun. « Comment ça va là-dedans? Ouvrez la porte. Je suis venu vous aider. Laissez-moi entrer. » Ali, les yeux écarquillés, me supplia. « Mon pote, ne l'ouvre surtout pas, il va nous tuer.
les coups à la porte se faisant de plus en plus insistants, résonnant dans la pièce avec une intensité croissante. Je regardais Ali, perplexe. Pourquoi voudrait-il nous tuer? Il dit qu'il veut nous aider. Ali me fixa avec une intensité troublante. Mon pote, à chaque fois que les djinns descendent en ville, Haroun devient dangereux. Il a essayé de me tuer la dernière fois. Il me montra son dos, où plusieurs cicatrices se chevauchaient. Regarde mon pote, il m'a tailladé avec son couteau. Il croyait que j'étais mort. Les coups à la porte se faisaient plus violents, accompagnés de la voix de Haroun qui se faisait plus pressante. Ouvrez la porte, vous n'avez pas le choix. Pourquoi tu n'as pas prévenu quelqu'un? Demandai-je à Ali. Ali me répondit avec amertume, les yeux toujours rivés sur la porte. Mon pote, tu penses vraiment qu'on aurait cru le fou du village plutôt qu'un homme comme Haroun? Pour la première fois, il semblait cohérent, même si je voulais croire en Haroun. La pièce était plongée dans un silence lourd, les coups à la porte résonnant comme un écho menaçant à la menace de Haroun, intensifiant encore plus l'atmosphère déjà pesante. Je passai devant la fenêtre de la cuisine qui donnait à la porte d'entrée. À ma grande horreur, je vis Haroun avec un couteau en main, frappant furieusement la porte. Ali disait donc vrai, pensai-je. Quel étrange personnage, et quel étrange village. Pourquoi étais-je venu ici? Que ces terres soient maudites. Je devais tout faire pour quitter cet endroit dès l'aube. Haroun, de plus en plus agité, cria « Ouvrez cette porte !» Je lui répondis fermement. « Tu es trop énervé, je peux pas t'ouvrir maintenant. » C'est à cet instant que l'imam du village arriva et s'approcha d'Haroun, lui demandant ce qui se passait. Haroun répondit les yeux fous. « Ils sont possédés, il faut les sauver. » Je murmurai alors à Ali caché derrière moi. « Regarde, l'imam est là lui aussi. » Ali, terrifié, répliqua. « Non mon pote, je veux pas. J'aime beaucoup l'imam, Haroun va le tuer. » « Mais non, ne dis pas de bêtises. » Répondis-je en ouvrant la porte. L'imam se tenait juste devant Haroun. Ali, tremblant, se cachait derrière moi tout en insultant Haroun. Puis, dans un éclair d'horreur, Haroun planta le couteau dans l'imam. Celui-ci hurla de douleur. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda-t-il déconcerté. Haroun, un sourire malsain sur le visage, murmura. « Je vais tous vous crever. » Soudain, Ali attrapa un lourd vase en porcelaine et frappa Haroun avec force, l'assommant sur le cou. Nous devions quitter la maison au plus vite et chercher de l'aide. Nous montâmes sur le tracteur et j'appuyai sur l'accélérateur. La brume dense m'empêchait d'aller plus vite. Après avoir roulé un long moment, je remarquai que la brume se dissipait peu à peu, révélant le sinistre village des hurlements. Je ralentis prudemment, sachant qu'un ravin se trouvait à proximité. J'arrêtai le moteur et nous descendîmes. « Tu saignes de la tête, Ali. »« C'est rien, mon pote. » répondit-il avec un sourire étrange. « Je suis près de ma femme, elle m'appelle, et je suis heureux de la revoir. C'est Haroun qui a tout fait pour me l'arracher et l'emmener ici. » Je le regardais, réalisant à quel point il aimait sa femme, au point d'en perdre la raison. C'était peut-être cela, le véritable amour. Mais en même temps, je me demandais quel genre de pourriture pouvait être Haroun. Le brouillard semblait s'écarter pour nous montrer une direction précise. J'aidai Ali à avancer vers cette direction. Devant nous se dressaient des maisons en ruine et inhabitées. Ali était persuadé que sa femme était dans ce village. « Comment peux-tu être si sûr qu'elle est ici ?» lui demandai-je. « Je rêve souvent d'elle, mon pote. Dans mon rêve, je suis ici, et elle vient à ma rencontre. » me dit-il. Mais devais-je croire ce fou? Il avait eu raison à propos de Haroun. Quelque chose en moi me disait de l'écouter. « Que se passe-t-il d'autre dans ton rêve ?» insistai-je. « Mon pote, je suis dans un puits sec, ou une sorte de fosse, piégée, et elle me dit « Sauve-moi ». Je ne prêtais pas attention à ce rêve. Nous continuâmes à avancer. J'aperçus une épicerie abandonnée dont la porte était ouverte. Avec la torche de mon téléphone, j'éclairai l'intérieur. Une odeur nauséabonde en émanait. Sur l'un des murs, un portrait attirait mon attention. Je me tournai vers Ali. « Tu as reconnu comme moi cette personne ?» Ali acquiesça. « Ouais mon pote, c'est bien lui, Haroun. Il n'était pas natif de notre village. Il ne nous a jamais dit d'où il venait, prétendant être orphelin. Donc il venait de ce village, ce menteur. Il était avide de richesse et voulait devenir l'homme le plus influent chez nous. » Les questions tournaient dans ma tête. Pourquoi j'étais ici, coincé avec le fou du village? Qu'était-il arrivé au village des hurlements?
Pourquoi Haroun avait-il choisi de quitter ce lieu hanté par les djinns pour s'installer parmi nous? Quel était son véritable plan? Haroun n'avait pas hésité à assassiner l'imam. Si Ali n'était pas à mes côtés, peut-être aurait-il tenté de me tuer aussi. Moi qui lui avais accordé ma confiance si facilement, j'ai ce grand défaut de faire confiance au premier venu. Alors que je réfléchissais, Ali disparut soudain de mon champ de vision. Ses cris retentirent, me tirant de mes pensées. « Où es-tu » criai-je en avançant devant moi, mais aucune réponse ne vint. Une trace de sang au sol récente guidait mes pas. Suivre cette trace était sans doute la dernière chose à faire, mais je devais retrouver Ali. La trace de sang s'affinait, laissant place à des champignons rouges, des doigts du diable. Je les reconnaissais facilement grâce à mes études. Plus j'avançais, plus la peur me paralysait. Devant moi se dressait un vieux puits, d'où émanait un murmure inquiétant. J'avais l'impression d'entendre un faible « Venez me sortir d'ici ». Intrigué, je me penchai pour regarder à l'intérieur, et je distinguai une forme qui commençait à se matérialiser dans mon esprit. Soudain, une main se posa lourdement sur mon épaule, me faisant sursauter. C'était celle d'Ali. « Tu veux me faire peur ou quoi ?» lui demandai-je irrité. « Et pourquoi tu t'es enfui en courant comme ça ?»« Je devais aller au petit coin, mon pote. » répondit-il avec une simplicité déconcertante. « Et t'avais besoin de crier pour ça? Tu m'as foutu une peur bleue. » Ali se mit à rire. « C'était pour effrayer les djinns, mon pote, » dit-il sérieusement. En d'autres circonstances, j'aurais ri de bon cœur. Mais là, en fuyant un criminel et en étant dans un lieu maudit, habité par des djinns, avec le fou du village, la situation était loin d'être drôle. C'était comme si Ali incarnait à la fois le poivre et le sel de cette aventure surréaliste. « Regarde dans ce puits et dis-moi ce que tu vois. » lui demandai-je. Ali s'approcha lentement et je dirigeai la lumière de mon téléphone vers l'intérieur du puits. Soudain, Ali cracha dans le puits et se roula par terre en riant. « Mais qu'est-ce que tu fais, imbécile? Tu n'as pas vu le squelette à l'intérieur ?» Ali se gratta la tête, comme s'il réfléchissait profondément, puis bondit pour regarder de nouveau. Il poussa un cri perçant. « C'est ma femme, c'est elle, il faut que je la sauve !» « Arrête tes délires !» criai-je en essayant de le calmer, mais il continuait à délirer. Je me rappelais alors comment Haroun avait réussi à le calmer. Je lui donnai une tape sur la tête et commençai à l'insulter. Peu à peu, Ali passa de la panique à un fou rire, se roulant de nouveau par terre. « Mais calme-toi !» continuai-je à crier. Ali se mit alors à pleurer soudainement. « J'ai mal au dos, mon pote !» dit-il entre deux sanglots. Je m'approchai pour voir et découvrir que les plaies qu'il avait sur le dos s'étaient ouvertes. « Qui t'a fait ça ?» demandai-je. « C'est Haroun » murmura-t-il. « Il voulait que j'oublie. »« Il voulait que tu oublies quoi ?» insistai-je. Ali resta silencieux, plongé dans ses pensées. Je l'encourageai à se souvenir, mais je sentais une profonde tristesse en le regardant dans cet état. Au moment où il voulut enlever son pull, je remarquai une petite enveloppe attachée à son cou par un cordon. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demandai-je. « Je l'ai écrite, mon pote, » répondit-il simplement. Je retirai doucement l'enveloppe pour lire son contenu. Ce que je découvris me glaça le sang. « Je suis Ali. J'écris depuis la cave d'Haroun où il me torture. Il veut que j'oublie. J'ai réussi à prendre cette feuille de papier sans qu'il ne me voie. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis enfermé ici. Il me torture pour que j'oublie. À cause des coups que j'ai reçus sur la tête et le dos, mon esprit délire parfois. Si un jour quelqu'un trouve cette lettre, peut-être comprendront-ils mieux. J'étais heureux avec ma femme Lamia, jusqu'à ce qu'Haroun vienne au village. Il se disait sans famille, alors nous l'avons aidé à s'intégrer. Un jour, Lamia m'a confié qu'elle avait peur de lui, qu'elle l'avait surpris en train de faire des choses étranges en secret. Elle m'a raconté qu'il écrivait sur des papiers, qu'il allait dans les champs la nuit et revenait le visage couvert de sang. Le jour où ma femme a disparu, j'ai cherché partout, mais Haroun a voulu se joindre à mes recherches. Il m'a invité un jour à manger chez lui. Après le repas, je me suis endormi profondément, et à mon réveil, j'étais enchaîné dans sa cave. Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait cela, Haroun m'a répondu que j'allais de toute façon devenir fou ou mourir, et qu'il pouvait donc tout me raconter. Il m'a parlé de sa mère, battue par son père, et comment, désespéré, il avait demandé l'aide d'une sorcière vivant dans la forêt. Cette femme lui a donné un vieux livre,
et lui a dit d'exécuter scrupuleusement ce qui était écrit. Mais Haroun n'a pas réussi à honorer sa part du marché avec les djinns, qui lui avaient demandé une femme en vue d'un mariage. Ils ont pris possession du village, faisant disparaître les villageois un par un. Haroun a finalement enlevé ma femme et l'a ramenée au village des hurlements pour la jeter dans un puits. Ainsi, il pensait se libérer de sa dette. Haroun craignait que je découvre un jour le corps de ma femme dans le puits. Il avait donc monté un plan pour m'enfermer dans sa cave et me tuer. D'abord, il me torturait, revenant de temps en temps pour vérifier si je sombrais dans la folie. Quand il s'ennuyait, il me parlait de ses pactes maléfiques avec les djinns. Pour obtenir richesse et pouvoir, il avait fait venir ces entités dans le village. Mais les djinns réclamaient un sacrifice, quelqu'un qui ne soit pas du village. Haroun attendait donc qu'un étranger s'y installe pour l'offrir en sacrifice. Quant à moi, je suis à 2 doigts de perdre la raison ou de mourir à cause des coups reçus. Je supplie celui qui trouvera cette lettre de m'enterrer près de ma femme. Je n'ai pas pu être à ses côtés dans la mort, mais je veux être auprès d'elle dans la tombe. La lettre d'Ali m'avait bouleversé. Les larmes brouillaient ma vision, brûlant mes joues tandis que je les essuyais d'un geste tremblant. « Mon pote, tu as trop souffert », murmurai-je d'une voix brisée, l'appelant pote pour la première fois, comme lui l'avait fait depuis le jour où nos chemins s'étaient croisés. Ali répondit par un rire fragile, presque irréel, avant de me demander ce qu'il y avait dans le puits. Mon cœur se serra à l'idée de ce que je devais lui dire. Devais-je vraiment lui révéler cette vérité si cruelle? Après un moment de silence lourd, je compris qu'il méritait de savoir, même si cela le détruirait. Ali, écoute-moi bien. La personne qui est au fond du puits, c'est ta femme. C'est Haroun qui l'a tuée. Mais je te promets, il paiera pour tout ce qu'il a fait, je te le jure. Ali se mit alors à trembler, son corps secoué par une panique irrépressible. Que va-t-il se passer maintenant? Balbutia-t-il, les mots se précipitant dans sa bouche comme un torrent de désespoir. Ma femme est là-bas, et moi je suis ici. Que va-t-il se passer? Où est ma femme? Où est passée ma vie? Où est ma jeunesse? Ces questions déchirantes se mélangeaient à un flot d'angoisse, tandis que ses mains s'agrippaient désespérément à la réalité qui lui échappait. Je me battais pour retenir mes propres larmes, mais c'était inutile. Un craquement sinistre, comme le bruit de quelque chose qui se brise, interrompit ce moment. J'ouvris les yeux pour découvrir qu'Ali n'était plus là. « Non, pas ça, Ali. Non, c'est pas possible !» hurlai-je, la voix déchirée par la douleur. Mais il était parti pour rejoindre sa bien-aimée. Tremblant, j'éclairai le fond du puits avec la lumière vacillante de mon téléphone, et je vis son corps sans vie. Mon cœur éclata en 1000 morceaux, et je m'effondrai au sol, mes poings frappant la terre froide avec une rage désespérée. Dans cet accès de colère et de chagrin, mes mains rencontrèrent un petit sac en cuir enterré. Quand je le soulevai, la brume se dissipa brusquement. À l'intérieur du sac, je découvris des ossements, des cheveux et des morceaux de nourriture. Un souvenir d'enfance me revint en mémoire. Pour briser un sortilège fait avec des objets enterrés, il fallait les brûler. Je mis le sac au feu, et une odeur nauséabonde s'en dégagea. Soudain, des grognements sinistres se mêlaient aux hurlements perçants des loups qui se rapprochaient inexorablement. Mon cœur battait à tout rompre, et pris de panique, je me précipitai vers le puits sombre. Tremblant, je m'y glissais, m'agrippant désespérément aux pierres froides et humides de la paroi intérieure. Le souffle court, j'entendais les griffes des bêtes gratter le sol autour du puits, leur présence menaçante m'entourant comme une ombre. Ils rôdèrent, reniflant, cherchant, leur grognement résonnant dans la nuit glaciale. Puis ils s'éloignèrent lentement, mais le silence n'apporta aucun soulagement. Je restais pétrifié, blotti contre la paroi, tandis que l'obscurité du puits semblait vouloir m'engloutir tout entier. Je ne pus quitter cet abîme avant que les premières lueurs de l'aube ne percèrent enfin l'épaisseur de la nuit. Les premiers rayons du soleil éclairaient le fond du puits, révélant le pauvre Ali dans un état pitoyable. Je récupérai la lettre qu'il avait sur lui, déterminé à faire enfermer ce maudit Haroun. De retour au village, je fus accueilli par une scène d'agitation. Une ambulance était là, et l'imam était allongé sur un brancard, me pointant du doigt. Un gendarme m'approcha, me demandant si j'allais bien. « Oui, mais j'ai des choses à vous raconter.
En arrivant à la maison, je vis un sac mortuaire à l'entrée. « Qui est-ce » demandai-je aux gendarmes. Ils me répondirent que c'était Haroun. Il avait été déchiqueté par des loups et était méconnaissable. Ils me répondirent qu'il était mort dans une grande souffrance. Je tendis la lettre aux gendarmes. « Personne ne le pleurera » murmurai-je. Au café du village, je racontai ce qui s'était passé, ce que moi et Ali avions vécu. Les villageois n'en croyaient pas leurs oreilles. Ensuite, je rendis visite à l'imam une fois qu'il fut sorti de l'hôpital pour lui indiquer l'endroit où Ali et sa femme avaient perdu la vie, afin qu'il soit enterré dignement. Je vendis le domaine à un prix honnête et ne remis plus jamais les pieds dans ce village. Aujourd'hui encore, je me demande quel aurait été le prochain acte diabolique d'Haroun s'il avait réussi ses plans, mais je ne le saurai jamais. Voilà, l'histoire est terminée, merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker afin de me soutenir. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me faire part de votre ressenti. Prenez soin de vous et portez-vous bien.